Hydro-Québec est lié à notre histoire économique, politique et sociale depuis maintenant 3/4 de siècle. Après 50 ans d'étatisation, ça fait maintenant 25 ans qu'on assiste à une privatisation lente et discrète de notre électricité. Bienvenue au balado Champ Gauche, le balado qui s'excusera pas à aller à la racine des enjeux. Je suis Haroun Bouazi, député de Maurice Richard à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, on va parler d'énergie. De sa création en 1944 par Adélard Godbout, aux grandes nationalisations par René Lévesque ou Jean Lesage des années 60, en passant par les chantiers pharaoniques que sont la baie James ou Churchill Falls, sans compter la paix des Braves au début des années 2000 qui a façonné notre relation avec les Premières Nations, Hydro-Québec fut une épopée politique, économique et sociale qui, entre autres, a permis de se doter d'une électricité de bon marché et de bonne qualité. Le début des années 2000 marque aussi un changement majeur dans l'histoire de l'énergie au Québec. Les éoliennes, principales sources d'énergie renouvelable, sont dorénavant entièrement fabriquées, faites, opérées par le privé. Depuis quelque temps, après des années de surplus et un calme relatif, nous avons l'impression que l'histoire s'accélère de nouveau. Fin 2023, Hydro-Québec dévoile sa vision 2035 qui prévoit un doublement de la production d'électricité en 25 ans. 7 mois plus tard, le gouvernement dépose le projet de loi 69 dont les implications sont majeures sur la place du privé, sur l'affaiblissement de la démocratie, de la régie de l'énergie et sur nos tarifs d'électricité. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le projet de loi n'est pas encore adopté. Il le sera très probablement en suspendant nos processus démocratiques sous bâillon quand vous écouterez ce balado. Pourquoi avoir nationalisé ? Quelle est la place du privé ? Quel est l'impact sur les tarifs d'électricité ? Sommes-nous égaux devant les tarifs d'électricité ? Comment réussir une transition écologique ? C'est à toutes ces questions, entre autres, que nous allons tenter de répondre avec Émilie Lorrain-Dansereau et Pierre-Guy Sylvestre. Émilie Lorrain-Dansereau est conseillère budgétaire à l'ACEF du Nord de Montréal, un organisme de défense collective des droits des consommateurs. Depuis plusieurs années, l'organisme lutte contre la précarité énergétique et pour un meilleur accès à l'énergie. Elle accompagne entre autres de nombreuses personnes qui ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité. Émilie, bonjour. Bonjour. Pierre-Guy Sylvestre est conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique au Québec. Économiste au service de la recherche depuis 2009, il a participé à plusieurs campagnes de lutte contre la privatisation des services publics, les partenariats publics-privés et la sous-traitance. Il a récemment participé aux consultations particulières sur le projet de loi 69. Pierre-Guy, bonjour. Bonjour. Donc, je vais peut-être commencer avec toi, Pierre-Guy. Dans quel contexte s'est fait la nationalisation de l'énergie au Québec? Bien, très bonne question. Dans un premier temps, en 1944, Adélard Godbout avait compris, alors premier ministre, qu'il fallait nationaliser les opérations, la production et la distribution d'électricité. Pourquoi? Parce que ça permettait d'enrichir, d'un point de vue socio-économique, une population. Malheureusement, là, Maurice Duplessis a gagné ses élections par la suite. À l'époque, c'était, si je ne me trompe pas, Mackenzie King qui avait forcé la conscription au Québec. Et donc, Godbout s'était retrouvé en porte-à-faux un peu avec ces idées-là. Duplessis gagne, mais Hydro-Québec, là, qui était naissante, là, donc c'était la Montreal Heat Power, a continué à évoluer. Donc, arrive Jean Lesage, René Lévesque, qui alors, qu'on pense qu'il va se présenter là, comme député, qui est élu comme député. Eux, ils proposent une élection référendaire. Puis c'est là qu'on a repris là, un slogan là, très populaire au Québec, là, où on veut devenir propriétaire de nos installations de production et de distribution. Pourquoi? Il faut uniformiser les tarifs. Parce que vous savez que les tarifs au Québec, c'était pas les mêmes qu'on soit à Gaspé, à Hull ou à Montréal. Et aussi, on voulait standardiser la qualité. Mais surtout, ce qui était brillant à l'époque, puis ça se faisait ailleurs. En Ontario, ça s'est fait. Au Manitoba aussi. Ailleurs dans le monde aussi. C'est qu'on intégrait verticalement une entreprise d'État, une société d'État qui permettait d'avoir une électricité au plus bas coût possible, mais aussi de détenir des actifs et donc aussi de générer des revenus qui retournent à l'État. Pour toutes ces raisons-là, on a nationalisé l'électricité au Québec.
un moment historique. Rappelons que René Lévesque a eu du mal d'ailleurs à aller chercher l'argent. Il est allé le chercher aux États-Unis et pas dans le reste du Canada pour pouvoir endetter. Il y avait un deal en fait avec la société. Peut-être, Émilie, tu peux nous parler de la mission d'Hydro-Québec qui est le résultat de ce deal avec la population. Bien, c'est ça. Au départ, quand Hydro-Québec a été créé, la mission première, c'était d'offrir le service d'électricité au plus bas coût possible, compatible avec une saine gestion financière. Donc, elle ne devait pas faire de déficit, mais l'idée, c'était vraiment que ça soit le plus bas possible. Il n'y avait pas d'idée là, de faire des profits. C'était vraiment une entreprise publique. Et effectivement, on a comme un rapport très affectif avec cette compagnie. Pour les gens qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller écouter J'aime Hydro, qui se retrouve sur le site de Radio-Canada, si je ne me trompe pas. Et donc, ces tarifs, on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont vraiment pas chers. Ils ne sont pas chers. On a les tarifs les moins chers d'Amérique du Nord, ce qui est vrai sur les tarifs, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement des tarifs pas chers? Bien, ça ne veut pas dire grand-chose parce que des tarifs, c'est assez abstrait. En fait, les gens, ils payent une facture, ils ne payent pas un tarif. Donc, c'est vrai qu'on a les tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord, mais on n'a pas les plus basses factures. Les tarifs, c'est seulement un élément de la facture. Là, il y a 4 éléments. Il y a le tarif, la quantité d'énergie qu'on consomme, le type d'énergie, donc est-ce qu'on chauffe au gaz, à l'électricité, à l'huile, au mazout, et les taxes aussi, les taxes de vente. Fait qu'au Québec, on consomme quand même beaucoup d'électricité parce qu'on a des hivers froids. Et aussi, notre électricité est taxée, alors qu'il y a des provinces canadiennes qui ont fait le choix de ne pas taxer l'électricité, comme la Colombie-Britannique et l'Alberta, par exemple. Fait que dans les faits, c'est vrai qu'on a peut-être des tarifs parmi les plus bas, mais il y a quand même de plus en plus de personnes là, qui ont de la difficulté à payer la facture d'électricité. C'est 1 ménage sur 7 au Québec qui est en situation de précarité énergétique. Fait qu'avant de rentrer peut-être dans le visage de cette précarité énergétique, parce qu'évidemment, la précarité a des visages humains qui sont derrière, peut-être, Pierre-Guy, nous parler des différents mécanismes qui permettent d'avoir de l'électricité moins chère et incluant le prix qu'on fait payer aux industries, par exemple, au Québec. Bien, on se rend compte qu'au Québec, depuis une vingtaine d'années, l'histoire du Dolorama de l'électricité, là, vous savez, madame, l'ex-PDG d'Hydro-Québec, Madame Brochu, qui a quitté ses fonctions, elle parlait du Dolorama de l'électricité. C'est qu'on a une électricité qu'on est capable de produire à très bas coût. À qui on la donne? Comment on répartit ça? Pour nous, pour notre organisation syndicale et les groupes avec qui on milite, ça devrait d'abord être à la population qu'on la distribue, l'électricité à bas coût. Par contre, ce qu'on est en train de voir depuis une dizaine, une vingtaine d'années, c'est qu'on utilise cette électricité-là pour attirer des entreprises, sans qu'il y ait nécessairement des contreparties. Je vais vous donner un exemple récent qui est en train de devenir un classique au Québec. L'entreprise Nordvolt. Bon, on pense qu'on a eu un contrat autour de 5 cents le kilowattheure. Mais ça n'a aucun sens. Si on sait que le dernier barrage ou le dernier parc éolien privé à qui on achète de l'électricité, on l'achète autour de 10 cents le kilowattheure. Vous comprenez? Donc, pour nous, pour la population, l'idéal, c'est d'avoir l'électricité la moins chère parce que c'est un pacte social. Et si on veut attirer des industries, des grands industriels avec qui ont qui auraient de bonnes affaires à faire avec nous, là, je me sens entre guillemets, à ce moment-là, il faut leur vendre ça au coût marginal de production. Sans quoi, on pense que la population, mais pas seulement la population, aussi les PME, les commerces sont perdants. À chaque fois qu'Hydro-Québec va privilégier ses revenus à elle par rapport à une électricité moins chère, en fin de compte, par définition, elle augmente les inégalités. Et peut-être nous parler, Émilie, quand on parle de, justement, le prix de l'électricité, qu'est-ce qui fait qu'on est inégaux devant l'électricité? Qu'est-ce qu'on entend souvent que c'est pas cher, mais est-ce que ça a le même prix pour les personnes les mieux nanties que les moins nanties? Ben non, c'est sûr que plus on est à faible revenu, plus on consacre un pourcentage important de nos revenus à la facture d'électricité. Donc, puis souvent,
les efforts qu'on pouvait faire pour réduire notre consommation, on les a déjà faits. Donc, les gens sont vraiment victimes là, de toutes les augmentations qui arrivent. Moi, quand j'étais étudiant, on habitait dans un appartement qui était très, très grand. On avait la chance d'avoir récupéré un vieux bail qu'on se passait d'une génération à une autre, qui malheureusement n'est plus possible. Gracieuseté de Madame Duranceau qui veut qu'on investisse dans l'immobilier. Et à l'époque, on avait beau mettre des plastiques. Nous, on était locataires. Bon, on mettait les fameux plastiques là, qu'on chauffait avec un séchoir pour être sûr que c'était bien beau et transparent. Pour janvier, février, on arrivait à des factures de presque $2000. C'était délirant. Fait que, et là, je parle du début des années 2000, 2003. Je salue mes colocs de l'époque avec qui j'ai eu beaucoup de fun. Bon, et donc, justement, l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir se prémunir de factures d'électricité trop élevées. Donc, par rapport à, par exemple, des locataires, des propriétaires, comment est-ce que, justement, on est inégaux par rapport au capital qu'on a, évidemment, dans ce cas-ci, un logement? Bien, c'est complexe quand même la question de la consommation d'énergie parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la consommation d'un ménage dans son logement. Il y a le nombre de personnes qui habitent dans le logement. Il y a l'âge des habitants aussi. Donc, l'Organisation mondiale de la santé recommande des températures plus chaudes, par exemple, pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes malades. Aussi, si je suis retraitée, bien, je vais passer plus de temps dans mon logement probablement qu'une personne qui travaille. Donc, c'est sûr que je vais consommer plus d'énergie. Il y a aussi le lieu d'habitation. Une maison à Montréal ne consomme pas la même chose qu'une maison à Sept-Îles, par exemple. Il y a le type d'habitation. Si je suis dans un demi-sous-sol, c'est souvent les appartements qui sont loués par les personnes plus pauvres. Bien, c'est plus humide puis c'est plus difficile à chauffer. Ou les logements en hauteur sont souvent plus chauds puis les gens vont plus ressentir les impacts des vagues de chaleur. Et il y a le niveau d'isolation des bâtiments aussi. Nous, on voit souvent là, des 3,5 dans le parc extension qui consomment presque autant que des Monster House de Terrebonne. Fait qu'il y a souvent dans le discours cette idée-là que plus on est riche, plus on consomme, mais dans les faits, c'est pas forcément compliqué. Vrai. C'est ça, il n'y a pas d'adéquation directe entre le niveau de revenu et la consommation d'un ménage. Quand on est dans une maison mal isolée, le même 20 degrés, évidemment, coûte plus cher dans la maison mal isolée. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a une personne sur 5, c'est ça qui vit sur 7. Il y a une personne sur 7 qui vit de la précarité énergétique. On t'a demandé de nous apporter un certain nombre de témoignages parce que j'ai l'impression, et c'est une des choses qui m'a frappé à l'Assemblée nationale, à quel point est-ce qu'il peut y avoir des batailles de chiffres et à quel point est-ce que on reste au niveau de la statistique, mais on oublie toute l'humanité, évidemment, qu'il y a ces personnes-là. Et puis là, on parle de personnes qui doivent choisir, en gros, entre l'épicerie, manger sainement, entre le loyer, entre le chauffage. Fait que si tu peux nous en partager quelques-unes. Mm-hmm. Bien, c'est sûr qu'en général, quand les gens nous appellent en premier à la CEF, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc, soit ils ont une dette avec Hydro-Québec ou c'est juste trop cher puis ils ne sont pas capables de la payer. Fait que les gens vont beaucoup parler du stress puis de l'anxiété que ça leur fait vivre, de ne pas savoir s'ils vont être capables de payer la prochaine facture ou toute la peur là, d'être interrompus parce qu'ils ont une dette. Puis les gens font beaucoup de sacrifices aussi, puis ça, ils nous en parlent souvent. Ils vont couper dans l'épicerie pour être capables de payer la facture, ils vont serrer la ceinture. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils étaient obligés d'aller quêter pour pouvoir payer Hydro, ou d'autres qui ont vendu des objets qui étaient importants pour eux parce qu'il n'y avait pas assez de revenus pour payer leurs factures. Mais après, quand on parle plus avec eux, bien là, on se rend compte que souvent, les gens vont se plaindre du froid qu'ils ressentent dans leur logement. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils vont chauffer juste la pièce dans laquelle ils sont ou même ils vont fermer le chauffage la nuit pour essayer d'économiser le plus possible. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont obligés de mettre 3-4 chandails dans leur maison, puis même à ça, ils ont quand même froid. Ou il y a même une personne qui nous disait qu'elle dormait avec ses bottes d'hiver la nuit. Puis souvent aussi, les gens préfèrent passer le moins de temps possible dans leur logement parce que c'est trop froid. Donc, ils vont se trouver des choses à faire à l'extérieur, mais quand même, ils payent un logement que finalement, ils ne peuvent pas vraiment habiter. Puis, il y a une personne qui nous avait dit que dans son logement, elle avait l'impression que le froid allait jusque dans ses os puis que ses os allaient craquer tellement c'était froid.
Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui se plaignent de la chaleur. Donc, ils vont se sentir, puis là, je reprends leurs mots, là, ils disent incapables de bouger parce qu'ils ont trop chaud ou qu'ils ont tellement chaud, puis qu'ils vont remplir le bain d'eau froide, puis ils vont y aller 4-5 fois par jour là, pour essayer de se rafraîchir. Puis tout ça, bien, ça a des impacts sur la santé. Il y a une personne âgée qui nous avait dit qu'elle avait fait 2 pneumonies le même hiver dans son logement parce que même si elle chauffait à 21, elle n'avait jamais vu plus que 16 degrés dans sa chambre. Puis ça a fait en sorte qu'elle a choisi, puis là, je mets des guillemets, là, d'aller vivre dans une résidence pour personnes âgées parce qu'elle ne voulait plus vivre dans ces conditions-là, même si, dans les faits, elle aurait pu rester dans son logement encore longtemps. Il y a d'autres gens... Bien, aujourd'hui, c'est plus difficile de faire le choix de déménager là, compte tenu du contexte de crise du logement, mais il y en a qui vont quand même le faire, puis même qui sont prêts à payer plus cher pour leur logement, mais pour souffrir moins de la température. Il y a une personne qui a fait ça, elle nous disait qu'elle elle voulait prendre soin de sa santé parce qu'elle voulait vivre encore. Donc, de manière générale, les personnes qui vivent la précarité énergétique, bien, ils se sentent seuls, puis ils sont épuisés aussi parce qu'elles dorment mal à cause de la température, puis le stress. C'est beaucoup de démarches aussi. Ils n'osent pas inviter des gens dans leur logement parce qu'il fait trop froid ou il fait trop chaud, mais en même temps, des fois, ils ne veulent plus sortir parce qu'ils sont trop fatigués. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Il y a toutes les personnes interrompues aussi là, qui vivent beaucoup de honte, qui se sentent vraiment humiliées là, par le fait de ne pas avoir d'électricité. Puis ça peut avoir des conséquences quand même assez catastrophiques. Là. Nous, on a eu une personne qui a été interrompue d'Hydro-Québec pendant plus qu'1 an, et qui a passé tout un hiver pas d'électricité, et qui s'éclairait avec des chandelles. Et puis, ben là, finalement, son propriétaire l'a amené au tribunal administratif du logement parce que c'était dangereux pour le feu. Puis en plus, c'était des chandelles parfumées, fait que là, les gens se plaignaient. Bref, finalement, il a perdu son logement, puis il s'est retrouvé en situation d'itinérance là, parce que Terrible. il a manqué d'électricité. Ben, pas manqué, mais il n'y avait pas d'électricité. Puis les gens se sentent aussi beaucoup abandonnés, puis ils ont l'impression là, que ce qu'ils vivent, c'est pas considéré comme un problème important par le gouvernement. Puis je comprends que dans ces catégories, il y a et les gens qui arrivent à payer en faisant des sacrifices et les gens qui n'arrivent pas à payer et qui se retrouvent ou bien à être coupés ou avoir des programmes d'Hydro-Québec qui leur permettent d'échelonner un certain nombre de paiements. On entend beaucoup des spécialistes nous dire l'électricité est pas chère, il faut un signal de prix. Hein, il y a des gens qui chauffent leur jacuzzi à l'année longue. Il y a des gens qui chauffent leur piscine 3 saisons par an. Il y a des gens qui ont même des systèmes pour faire fondre la neige devant leur garage en chauffant l'extérieur carrément. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Tu dis oui, gaspillons. Comment on fait? Bien, d'abord, pour nous, le signal de prix, ça ne fonctionne pas. Cette idée-là que si on augmente les tarifs, les gens vont diminuer leur consommation, c'est un peu une vue de l'esprit. Parce que pour que ça soit efficace, un signal de prix, bien, ça suppose que les gens sont capables d'y réagir. Puis la majorité des ménages québécois ne peuvent pas déplacer ou diminuer leur consommation d'électricité. Donc, pour toutes les raisons que j'ai nommées tantôt, là, et surtout le niveau d'isolation des bâtiments qui est un vrai problème. Donc, ça, les locataires, ils n'ont pas de contrôle là-dessus. Si on regarde la répartition là, de la consommation sur la facture d'électricité, on voit que c'est 54% pour le chauffage puis 20% pour l'eau chaude. Donc, c'est presque 75% de la facture qui est, on va dire, dans la grande catégorie du chauffage. Puis ça, bien, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Donc, pour nous, c'est inefficace. Et puis, d'ailleurs, on voit que Hydro-Québec, depuis plus de 20 ans, a une stratégie tarifaire où il y a 2 tranches de tarifs et où on nous fait payer plus cher les tarifs sur lesquels, supposément, on a le pouvoir d'agir. Et ça n'a pas entraîné vraiment de diminution de consommation. Donc, on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact. Et il y a aussi parce que cette idée-là de tarif, comme je disais tantôt, bien, c'est assez abstrait pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, un tarif? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 kWh ou combien ça coûte de faire cuire un poulet? Il n'y a personne qui peut vraiment répondre à cette question-là. Donc, augmenter les tarifs, c'est pas très significatif pour les gens. Nous, on le voit beaucoup à la CEF, les gens, ils ont de la difficulté à comprendre leurs factures. C'est abstrait pour eux. Fait que c'est pas un bon signal pour vraiment avoir
l'impact escompté. Puis on nous parle toujours comme si tout le monde avait un spa chauffé sur son balcon. Là. Il faut quand même se rappeler que l'électricité, c'est un service essentiel, puis on en a besoin pour être en santé, vivre dans la dignité, pouvoir faire nos activités quotidiennes, aller travailler, se chauffer. Donc, c'est pas un luxe d'avoir l'électricité. Puis aussi, si l'utilisation d'un signal de prix, bien, ça risque d'avoir des impacts plus importants sur les ménages à faible revenu, qui sont ceux qui consacrent la plus grande partie de leur consommation au chauffage. Donc, pour nous, il faut vraiment être prudent là, avec cette idée-là parce que ça pourrait être catastrophique pour ceux qui ne sont pas capables de réagir au signal de prix. Mm-hmm. Moi, j'avais vu dans le site d'Hydro, j'avais oublié les chiffres exacts, mais dans mes souvenirs, c'est 3, peut-être 4% de la consommation qui rentrerait dans la grande catégorie des spas et fait qu'il y a quand même 96 voire 97% de la consommation qui sert à autre chose que des spas et des... Bien, c'est 4% dans la catégorie autre. Uh-huh. Et puis, tu sais, des fois, on peut se demander aussi combien de spas chauffés pour équivaloir la consommation d'une minière. Là. C'est facile de pointer du doigt les consommateurs résidentiels, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité qui consomment vraiment plus d'énergie. Puis, la consommation d'électricité chez les mieux nantis, ça représente 3, peut-être 4% de leurs dépenses en électricité, enfin la consommation d'énergie électrique, là, alors qu'évidemment, les personnes qui sont en précarité énergétique, ils sont peut-être à 15, 20, même peut-être plus. Fait que si on a 50% d'augmentation, ben, tu passes de 3 à 4,5% pour les mieux nantis, mais tu passes de 20 à 30 pour les gens en précarité. Fait qu'évidemment, c'est pas viable. Il y a toutes sortes d'autres solutions, hein, malheureusement, auxquelles on n'a absolument pas parlé pendant la commission parlementaire, qui consiste à dire, taxons les spas. Je veux dire, il y a un problème avec les spas, rajouter des taxes sur les spas. Ou aussi à l'idée de se dire, il y a peut-être aussi de raccorder à des évaluations municipales. C'est-à-dire, tu peux dire, à partir du moment où une maison vaut plus que 1 million, par exemple, on rajoute plusieurs paliers d'électricité. Donc, pour faire concorder. Il y avait aussi une autre idée, mais qui marche plus beaucoup parce qu'à cause du réchauffement climatique, mais qui consistait à dire, si on consomme rien l'été ou presque rien l'été, ça veut dire que ton utilisation l'hiver est vraiment juste pour le chauffage, alors que les mieux nantis, ils ont toutes sortes de consommations l'été qui font que... Mais évidemment, maintenant, la clim est zéro un luxe. Là. C'est une question de santé publique maintenant. Si on reste sur le coût, on en a parlé au début. L'électricité, tu as parlé de l'électricité patrimoniale qui est autour de 3,5 sous, en gros, disons ça comme ça. La nouvelle électricité, c'est les éoliennes qui marchent actuellement, sont à 7 sous, disons. Et puis la future électricité, les éoliennes qu'on est en train de bâtir actuellement vont être à 10, voire 11. Tu as parlé aussi de Northvolt. Je vais me permettre de citer les travaux de Jean-François Blais qui a calculé qu'en 18 mois, donc, Fitzgibbon a distribué 2500 mégawatts. Donc, c'est plus que la moitié de toutes les éoliennes qu'on a construites en 20 ans. Hein. Et que, étant donné qu'effectivement, c'est de l'électricité qu'on n'a pas, qu'il va falloir produire au coût fort, que sur 20 ans, ça va nous coûter collectivement 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars. Je ne sais pas si les gens imaginent. Là, on est en train de capoter pour les quelques milliards qu'on a. Là, il y en a... je ne rentrerai pas dans les finances, mais disons qu'il y a un 4 milliards qui est vraiment structurel actuellement dans les finances publiques, qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre. Là, on parle de 22 milliards sur 20 ans, juste avec les décisions de notre cher Fitzgibbon. Donc, la question du coût. Depuis, en gros, les gouvernements de Landry et de Bouchard, on a commencé à faire des éoliennes dans le privé, et puis c'est une tradition qui s'est à peu près jamais perdue, plus ou moins accélérée avec les libéraux, les péquistes, les libéraux et la CAQ maintenant. Est-ce que c'est rentable d'aller dans le privé? Ça dépend pour qui. C'est une bonne réponse. Écoute, c'est profitable certainement pour les entreprises privées qui sont dans ces partenariats-là. Je pense qu'il y a une certaine illusion par rapport au MRC ou aux communautés locales qui reçoivent des redevances. D'ailleurs, ces redevances-là, c'est jamais trop clair comment ça fonctionne. Vous savez, les PPP,
On peut appeler ça comme ça. C'est des entreprises privées puis, qui ont un partenariat avec Hydro-Québec. Ces partenariats publics-privés, leur objectif, là, c'est de capter une rente de monopoleur. Je m'explique. Avoir une société d'État comme Hydro-Québec, ça nous permet d'aller chercher un profit. On a un seul actionnaire, c'est l'État québécois, c'est l'ensemble des Québécois et Québécoises là, qui sont propriétaires d'Hydro-Québec. Si on fait ça d'un point de vue régional, donc on va faire un parc d'éoliennes, il ne peut pas avoir une saine concurrence. Tu n'auras pas 10 parcs d'éoliennes là, comme des marchands de fruits et légumes qui viennent. Là. Il y en a un qui ouvre, l'autre ferme. Ça, c'est le modèle classique là, en sciences économiques qui est critiqué d'ailleurs même par la droite. Là. Mais si on crée un parc éolien dans une région donnée avec des partenaires et où on a un contrat pendant 20 ans, où tu es obligé d'acheter cette électricité-là, qui achète Hydro-Québec est obligé d'acheter à ces parcs éoliens-là, bien, on est en train de créer une sorte de monopole régional. Et ça fait en sorte que c'est de l'argent qui est facile. Il y a des risques, il y a une prise de risque. Mais une fois que tu as signé un contrat d'électricité que tu ne peux pas reporter, bien, à ce moment-là, bien, tu es assis sur une rente, tu reçois de l'argent. Ça ressemble un petit peu au pont de la 25 en PPP. Là. On a déjà eu des représentants des actionnaires privés qui sont venus nous dire, écoutez, là, on rit, nous, le matin quand on se réveille parce que c'est vraiment facile. Mais c'est sûr, tu as un tarif sur le pont, tu charges, puis tu l'as pendant 25-30 ans. Donc, c'est profitable pour... je pense que je peux les nommer, là, c'est de notoriété publique. Électricité de France, qui est ici, EDF, Boralex, Inergex qui vient d'être racheté par la Caisse de dépôt de placement du Québec. C'est comme le REM. Le REM, le gros projet de transport en commun où on a cannibalisé finalement le transport en commun, ben, ils vont chercher une rente, mais c'est parce que c'est des promesses là, sur 20-30 ans, des versements par les municipalités, par la CMM. Donc, c'est très profitable pour l'entreprise privée qui vient se greffer à ces partenariats-là, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui va payer pour cette rente-là et elle ne va pas nous revenir. Donc, Hydro-Québec, si on paie pour la rente, elle retourne au fonds général. Mm-hmm. Cela dit, pour les PPP des éoliennes, il y a une bonne partie là-dedans qui s'en va. Et même, il y a des champions d'évitement fiscal là-dedans. Effectivement, il y a une belle recherche de l'IRIS qui nous parle de tout l'argent qui se retrouve au Luxembourg de ces compagnies-là, la plupart de celles que tu as nommées. Je donnerais, parce que peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de marché, en fait. L'idée du monopole, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et puis, l'Union européenne nous donne un très, très bon contre-exemple où ils ont commencé par privatiser EDF. Et ils ont dit, on va faire un marché. On va ouvrir le marché européen. Et le marché, comment il fonctionne, l'électricité, c'est assez impressionnant quand on regarde ça. Il est instantané. Donc, l'électron, on le produit, il faut le consommer. Et on peut difficilement le stocker. Là, bon, quand on a des barrages, on ferme les barrages, mais il faut le consommer une fois qu'il est dans le câble. Et on paye le prix que le plus cher des producteurs à cet instant-là produit. C'est parce que sinon, il ne démarre pas. Donc, c'est facile. Il faut toujours produire autant qu'on consomme, sinon ça explose de partout, ça ne marche pas. Et puis, il faut, une fois que celle qui est à 5 sous fonctionne et que tu as besoin d'un peu plus, tu fais fonctionner celle à 6, tous les autres électrons passent à 6. Puis une fois que celle à 6 fonctionne, qu'il fait vraiment très froid ou il fait vraiment très chaud, il y a plus de clim, et tu n'arrêtes pas jusqu'à temps que tu démarres une petite affaire au gaz ou même au charbon, je ne sais pas trop où, en Europe de l'Est, et tu te retrouves avec des coûts absolument faramineux. Et donc, le marché, ils se sont dit, on va ouvrir pour la concurrence. À l'instant où EDF a été privatisé pour la concurrence et soi-disant avoir un meilleur prix, les prix de l'électricité a explosé parce que EDF était très largement en dessous du marché, sans le marché, évidemment. Et puis, dès qu'il y a un marché, ben, tu remontes. Le truc assez fou, c'est que maintenant, ils ont renationalisé, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais ils ont gardé le marché, fait qu'ils continuent à acheter l'électricité trop chère. Malgré le fait qu'ils ont plein de nucléaire qui, comme nous, un peu comme l'électricité patrimoniale, ils ont du nucléaire patrimonial. Grosse parenthèse pour dire quand même que le risque du marché est énorme, fait que non seulement le privé se garde une cote, mais en plus, nous, on avale tout le risque pour eux. Parce que le risque du marché, Hydro continue à acheter sur le marché de temps en temps, là, et puis c'est Hydro qui le prend. Ce n'est pas les éoliennes, ils sont tranquilles pendant...
20 ans. Donc, ça fait 25 ans qu'on va dans le privé. Tu en as parlé de la cote. Là. Il y a eu des analyses qui parlaient que jusqu'à maintenant, ça nous a coûté 1 milliard, une recherche de l'IREC. Et que d'ici 2035, je crois que c'était 2 milliards de plus. On mettra les liens vers la recherche, juste pour être sûr. Et tu as parlé aussi des municipalités. Nous, on pense que si tu te reçois une éolienne de 200 mètres dans ton territoire, tu es censé avoir un dédommagement. Mais tu n'es pas obligé de privatiser un joyau national pour pouvoir imaginer un dédommagement comme on peut imaginer un loyer pour une éolienne. Là, c'est pas très compliqué à imaginer. Alors, là, on a mis la table. Ils nous viennent, ils arrivent, ils nous disent « Attention, transition énergétique, c'est le mot à la mode. On va participer à sauver la planète et on va d'abord augmenter la taille d'Hydro-Québec par 50%. Puis 3 mois après, ils nous disent non, en fait, c'est 66%. Et puis 3 mois après, ils nous disent non, en fait, on va augmenter de 100%. Et c'est pas un peu d'argent, là. On s'entend, c'est 180 milliards de dollars qui devraient être investis dans les prochaines années. Quel impact, votre lecture, ta lecture, Émilie, sur la question de la loi 69, qui est censée régler plein de problèmes? On ne sait pas trop lesquels, la vérité, la date, on n'a pas compris quel problème exactement on est en train de résoudre, à part l'idée de produire énormément plus. C'est quoi les impacts que toi, tu vois à cette loi? Bien, nous, on craint que ça fasse augmenter beaucoup la facture d'électricité. D'abord parce que l'électricité qu'on produit aujourd'hui, comme on a dit avant, coûte beaucoup plus cher à produire que l'énergie qui provient du bloc patrimonial. Donc ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les factures. Toute la nouvelle production d'électricité, ou en tout cas en très grande partie, c'est pour répondre aux besoins d'industrie qui payent souvent en dessous du coût de production. On va tout absorber ça dans nos factures aussi. Avec le projet de loi aussi, là, c'est peut-être un petit peu plus technique, mais le gouvernement veut se donner la possibilité de jouer avec l'interfinancement. Et ça... pour les gens qui nous écoutent, c'est l'idée que le privé devrait payer un peu plus cher le coût de l'électricité pour que les Québécoises et Québécois chez eux payent un peu moins cher. Et effectivement, j'ai regardé, ça date des années 60. Là. Oui, ça vient du pacte social de 62. Exact. Et en fait, l'idée de l'interfinancement, c'était de garantir des tarifs relativement bas pour le résidentiel, d'inciter aussi les gens à changer leur mode de chauffage pour passer de l'huile à l'électricité. Et c'est une façon de remercier les Québécois aussi d'avoir pris le risque financier là, d'Hydro-Québec. Donc, ça, si on abolissait l'interfinancement, ça ferait augmenter les tarifs d'au moins 15 à 19 là, dépendamment de l'année où on va le faire. Donc, c'est sûr que pour nous, ça serait là, vraiment catastrophique. Puis, il y a aussi que le projet de loi actuellement, il fait des tarifs d'électricité le principal mode de financement de la transition énergétique. Donc, vous l'avez dit, là, la transition, ça va venir avec des coûts. Hydro-Québec estime autour de 180 milliards. Puis là, ça, on va payer ça dans nos tarifs. Puis, pour nous, ça serait vraiment catastrophique si ça arrivait. Évidemment, on est pour la transition. Seulement pour nous, la décarbonation de l'économie, la transition énergétique, c'est des projets de société, c'est des projets politiques. Donc, c'est collectivement qu'on devrait payer pour ça, pas dans une facture d'un service essentiel. La diminution des gaz à effet de serre, c'est bon pour tout le monde, pas seulement pour les clients d'Hydro-Québec. Et si on utilise les tarifs d'électricité pour financer la transition, ça fait porter une proportion injuste des coûts de la transition sur les ménages à faible revenu, qui consacrent déjà une part plus importante de leurs revenus au paiement de la facture, alors qu'ils sont ceux qui ont le moins contribué à la crise climatique puis qui vont le plus en subir les impacts. Le 180 milliards en passant, personne là, va falloir l'emprunter. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au réseau d'éoliennes, par exemple, je ne sais pas si tu sais ça, quand on dit c'est Boralex ou EDF, etc., en fait, à chaque fois, ils créent une coquille financière dont ils sont actionnaires, donc c'est un montage financier, et c'est la coquille qui va emprunter de l'argent. La coquille, elle est spécialement risquée, même par rapport à EDF, qui ne lui fera pas faillite. Donc, quand ils vont emprunter de l'argent, ils sont à des taux
beaucoup plus élevés. Donc, ils sont en gros autour de 8% de taux d'emprunt, alors qu'Hydro-Québec est autour de 4%. Fait que ne serait-ce que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le projet va être fait par Hydro plutôt que par le privé doit être au moins 4% moins cher pour que ça puisse ouvrir la porte d'une certaine rentabilité. Et là, je n'ai même pas parlé de l'argent des actionnaires. Fait qu'il y a aussi ça qui n'est pas petit, hein, parce que 4% sur 180 milliards, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et justement, par rapport au privé, le projet de loi, il permet quoi au juste? Parce qu'on a beaucoup parlé, le gouvernement il dit non, on privatise rien, on ne vendra jamais Hydro. Vive Hydro, le PDG, M. Sabia, pareil, il nous explique à quel point il nous a fait une déclaration d'amour pour le public dans Hydro-Québec. Quand ils veulent privatiser, maintenant, ils ont affiné leur stratégie, je dirais. Et Michael Sabia, c'est un professionnel de la finance. Il est PDG Hydro-Québec, mais avant ça, il était à la Caisse de dépôt de placement du Québec. Ils ont créé CDPQ Infra. Donc, ce sont des spécialistes, eux et leurs amis de Bay Street, là, à Toronto. Ce sont des spécialistes de la financiarisation de l'économie, mais aujourd'hui, la financiarisation des services publics. Quand on nous dit non, on ne va pas privatiser Hydro-Québec, on comprend très bien, nous, au syndicat canadien de la fonction publique, qu'ils ne vont pas nous prendre de front. Parce que si vous dites demain matin, on vend Hydro-Québec, je pense que ce serait beaucoup plus facile pour nous de mobiliser la population. Malheureusement, là, on est pris avec autant le PDG qui vient nous dire « Ah, la privatisation, il l'a dit, là, c'est stupide. » Mais ça veut dire qu'il ne veut pas vendre LG2, il ne va pas vendre Manic. Non, il va faire mieux que ça. Parce que nous, ce qu'on pense qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent tranquillement morceler. On est rendu à une 50aine de parcs éoliens. Il y en a 10 qui sont à l'étude, autour de 10. Tranquillement, ils vont morceler la production d'électricité. Donc, notre slogan, là, dès le début, c'était de dire qu'on est contre la privatisation des services publics d'électricité. Ça, on peut le dire. Est-ce que la production est ouverte à la privatisation? Oui, en effet. On nous revient constamment, là, la ministre de l'Énergie et de l'Économie nous le dit constamment. Ah, mais l'autoproduction, c'est pas ça. Mais ça fait depuis, 1910 qu'Alcan existe. Donc là, c'est Rio Tinto. Il y a 3500 mégawatts d'autoproduction là. OK, si on met ça de côté, là, ça, c'est du privé, on le tolère, c'est correct, ça fonctionne, là, peu importe. Là. On est le fait qu'il s'est dit, je touche pas à ça à l'époque. Il n'avait pas eu le temps. Ouais, voilà. Il s'était rendu assez loin déjà, donc il a dû s'arrêter à ce moment-là. Mais cela dit, si on regarde par rapport à notre production, on a créé un bloc patrimonial au début des années 2000 pour les 165 premiers terawattheures. Là, je m'excuse aux auditeurs, mais en gros, à l'époque, on commençait à consommer autant d'électricité au Québec. On s'était dit, pour ce bloc-là, on va appeler ça le bloc patrimonial, on enlève la régie de l'aspect production. Donc, on permet, si on laisse la place ouverte, là, on permet au privé de faire de la production d'électricité. Mais, par contre, il doit vendre l'entièreté de sa production à Hydro-Québec et distribuer sur le réseau d'Hydro-Québec. Donc, ça existait déjà. Mais ce qu'on constate, ce qu'on voit avec le gouvernement actuel, c'est qu'il favorise, à travers toutes sortes d'ententes, mais aussi d'un point de vue politique, on sait que le gouvernement actuel est très près des préfets de MRC en région. Puis, je peux me permettre de faire le lien. À notre avis, il y a un calcul politique. Donc, il y a de l'économie politique aussi. Il y a des marchés politiques. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les marchés politiques que le gouvernement, le parti de la CAQ veut conquérir ou conserver, consolider, on voit qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises pour inciter les MRC à rentrer dans ces partenariats-là. Mm-hmm. Qui finance tout ça? Bon, on peut parler du grand capital canadien, du grand capital québécois, peu importe. Pour nous, l'argent n'a pas d'odeur. Financer ça, financiariser les services publics, au lieu de passer par l'émission d'obligations, ce qui serait beaucoup plus économique, là, que ça nous coûterait beaucoup moins cher si Hydro-Québec émettait elle-même ses obligations, ou encore le gouvernement, ou encore des municipalités, parce que vous savez qu'il y a 9 réseaux de distribution municipaux qui existent au Québec. Mais nous, ce qu'on voit, là, c'est plutôt un genre d'émergence, là, ou même il va y avoir une croissance d'un marché que des intérêts canadiens et québécois financiers veulent voir croître. Donc, il y a de l'argent à faire là, c'est sûr.
Il y a de l'argent à faire avec nos gisements éoliens au Québec, énormément, mais ce sont des ressources naturelles. Et le milieu privé, financier, veut s'accaparer, s'en emparer. Bon, je vais essayer de faire un peu de pédagogie sur tout ce que tu as dit parce que tu as dit vraiment beaucoup de choses. Bon, d'abord, Hydro-Québec, c'est en fait pas un seul morceau. Bon, disons ça, il y en a 4, mais on va en garder juste 3 pour la conversation d'aujourd'hui. Donc, il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. La production, c'est les barrages. Le transport, c'est les gros câbles qu'on voit un peu partout, qui sont d'ailleurs très moches, on va se le dire, à travers tout le Québec. Heureusement qu'ils sont là quand même, mais ils sont moches. Et ensuite, il y a aussi évidemment la distribution. Ça, c'est tous les câbles qu'on voit dans nos rues là, et puis qui arrivent jusqu'à nos compteurs électriques. La partie qui est régie par la Régie d'énergie, c'est tout ce qui est transport et distribution. Et une partie des contrats pour la production. Le projet de loi 69 permet donc beaucoup plus de choses du côté de la production. On va rester là pour l'instant. Pourquoi est-ce que, par exemple, on parle... Aujourd'hui, pour des tout petits barrages, il y a moyen d'être propriétaire d'un petit barrage. Pourquoi est-ce que la limite de la taille du barrage qui peut être dans le privé, qui est de 50 MW aujourd'hui, passerait à 100 MW grâce à ce projet de loi? Pourquoi ils font ça, en fait? Parce qu'il va y avoir une quinzaine de barrages supplémentaires qui vont pouvoir être vendus. Donc, Hydro-Québec est capable de vendre, du coup, des barrages qu'ils ont déjà. Absolument, mais c'est le ministère de l'Économie qui va le décider. Là. Mais de toute façon, maintenant, on a du mal à savoir qui écrit le projet de loi. Est-ce que c'est Hydro-Québec? Est-ce que c'est la ministre de l'Économie? Ça a beaucoup oscillé. C'est vraiment impressionnant, cette histoire, moi, depuis que je la suis. Donc, au début, il y a Sophie Brochu et Fitzgibbon qui, clairement, ne s'entendaient pas du tout. Du coup, Sophie s'en va. Ensuite, il y a Fitzgibbon et Sabia qui ne s'entendent pas du tout. Et du coup, c'est Fitzgibbon qui s'en va. Et maintenant, on est quand même dans une configuration où l'entourage de M. Sabia écrit une grosse partie des amendements qu'on a reçus la semaine dernière pour le projet de loi 69. Donc, on va être capable de vendre plus de barrages au privé. Il y a aussi l'idée que donc l'autoproduction est possible. Ça veut dire que si tu as une usine, tu as le droit de mettre des panneaux solaires ou une grosse éolienne sur ton terrain, c'est possible. Mais qu'est-ce que ça ouvre, en fait? On nous dit, là, la vente du privé au privé, c'est pas bien grave. On a le droit d'avoir un seul client. Ce projet de loi permet la vente du privé au privé. Est-ce que c'est une première, d'abord? Ben oui, absolument. En fait, c'est la première fois qu'on va ouvrir la distribution au privé. Donc, avec le projet de loi 69, Hydro-Québec va perdre son droit exclusif d'exploiter un réseau de distribution. Et ça, c'est une première et on le dénonce depuis que le projet de loi a été déposé. Là, ils se sont dit, l'école à 3 vitesses, c'est une réussite incroyable. Le privé dans la santé, c'est une réussite incroyable. Hydro-Québec, ça ne fonctionne pas. Ouvrons au privé pour voir ce que ça donne, en gros. C'est terrible, quand même, l'aspect idéologique. Et l'autre partie que tu dis, c'est de dire, il y a des financiers qui ont intérêt à exploiter ces gisements. Tu as parlé du vent, tu as parlé de l'eau, et puis évidemment, il y a aussi tout simplement vendre à Hydro-Québec, qui est un monopole qui donc rapporte de l'argent. Et le capitalisme a cette caractéristique qui a besoin de nouvelles opportunités. Et puis des fois, comme il arrive à des limites, fait qu'il est obligé de gruger là où techniquement, il aurait dû laisser tranquille. La question de l'énergie, évidemment, au Québec est un scandale sans nom, franchement. Parce que moi, j'ai demandé à la ministre à plusieurs reprises, est-ce que maintenant, ça fait 25 ans, graciosité des derniers gouvernements qui ont fait les éoliennes dans le privé, c'est de dire, mais est-ce que vous avez une seule étude qui prouve que ça a été bénéfique? Parce que toute l'idée de dire, là, il y a de la concurrence, c'est super. Bon. Est-ce qu'il y a juste une étude qui dit, oui, on a bien fait de les faire pendant 25 ans, au bout de 25 ans, on peut avoir une... Il n'y en a aucune. Ils ne se fatiguent même pas à nous prouver que c'est une bonne idée. Ils le font juste, ils le font. Malgré le fait que toute l'histoire d'Hydro-Québec, c'est de démontrer que l'inverse est une très très bonne idée, que plus de privé, ça coûte cher. Si on a imaginé quelque chose d'autre, ouvrons nos perspectives. Dans le projet de loi, il n'était même pas question de parler de sobriété. Il y avait le mot efficacité qui apparaissait quelque part. Sobriété, on a réussi à le faire ajouter dans presque le préambule, dans les premiers articles.
Mais en gros, le projet de loi ne parle que de production, en gros. Ça serait quoi, pour toi, Émilie, une transition écologique, appelons-la écologique plutôt qu'énergétique, qui respecte l'humain, qui se permette de ne pas écraser les personnes qui sont tout en bas, tout en apportant effectivement une transition. Tu as parlé de projet de société. Ça serait quoi les prémices? C'est une grande question, je m'en excuse, là, mais les prémices de solutions politiques qui ont du sens. Bien, pour nous, une chose qui serait vraiment importante, c'est d'abord de consulter la population, puis de partir des besoins aussi de la population. Là. Tantôt, je disais, les gens ont le sentiment que leur problème n'est pas pris au sérieux puis qu'on ne les consulte pas. Bien, ça serait une première chose, c'est de voir de quoi la population a besoin, puis ensuite de faire un projet qui vient répondre à ces besoins-là. Mais si on revient plus spécifiquement sur la précarité énergétique, c'est sûr que nous, on a été quand même déçus qu'il n'y ait rien concernant l'efficacité énergétique, l'isolation des bâtiments. Parce que la précarité énergétique, c'est oui, le coût de la facture, mais c'est aussi le manque de revenus, puis les mauvaises conditions de logement. Donc, c'est sûr que si on veut que les gens diminuent leur consommation d'électricité, bien, il faut améliorer l'enveloppe thermique des bâtiments. Puis ça aurait aussi comme impact de d'abord diminuer la consommation. Donc, on aurait moins besoin de produire parce qu'on diminuerait à la base la demande. Mais ça protège les ménages aussi contre les hausses de tarifs parce qu'ils consomment moins, en plus d'améliorer leur santé puis le confort. Pierre-Guy? Bien, écoutez, efficacité énergétique, c'est autour de 40 TWh qu'on pourrait aller chercher là. Maintenant, on doit s'assurer... 40 sur 200 pour les gens qui nous écoutent, c'est oui, quand même beaucoup. Oui, énormément. C'est quand même... Mais pourquoi on ne va pas là? Parce que, mettons, le rendement sur l'équité ou ton profit que tu pourrais faire avec aller isoler des logements, ben, pour quelqu'un comme M. Pierre Fitzgibbon, hein, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Parce que ce que ces hommes-là, disons-le, ce qu'ils veulent, c'est des gros deals, des grosses poignées de main. Puis, bien, malheureusement, c'est que ça crée des iniquités et ça crée aussi des trous dans le budget. On l'a vu, là. Il y a un déficit important. L'autre chose, moi, je pense que il faut absolument qu'on s'assure qu'une fois qu'on a travaillé sur la sobriété et l'efficacité, bien, qu'on puisse garder notre héritage, notre bloc patrimonial. Très clairement, là, ski turbine à Manic, puis ski turbine à LG2, ben, c'est aux Québécois, c'est aux Québécoises en premier. Les gros deals, on verra après. Oui, ça en prend de l'emploi, mais on a d'autres défis. Puis, est-ce qu'on est capable de décarboner le Québec? Vous savez, là, tous les nouveaux investissements, il fallait qu'ils prennent 25 % pour la croissance, puis 75 % pour la décarbonation. Mais je partage un peu ce que mon confrère et camarade Jean-François Blain analyse. Là. Pour nous, ils ont mis 0 % dans la décarbonation pour l'instant. Là. Et on pense que ça va se poursuivre. Donc, si on construit toutes ces éoliennes-là, là, est-ce qu'on va être certain que ça va aller à la décarbonation? Nous, on est certain que non, en fait. Politique de mobilité durable, ça permettrait de décarboner le Québec. Puis, même sans électrifier toute la flotte d'autobus, il y a déjà des études qui existent là-dessus. Donc, efficacité énergétique, politique de mobilité durable, inscrire dans la loi aussi, là, c'est quoi nos cibles par rapport aux consommations de produits pétroliers et gaziers? On veut 0, mettons-le dans la loi. Mm-hmm. Absolument, effectivement. C'est assez... Donc, pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, l'efficacité, par exemple, d'ailleurs, ça tombe bien, une voiture électrique, c'est 40% plus efficace qu'une voiture à essence. Fait qu'en partant, si vous prenez votre Honda Civic, vous la changez pour une Honda Civic électrique, vous êtes plus efficace de 40%. Et puis, la sobriété, c'est plutôt qu'avoir 2 Honda Civic, changer la deuxième Honda Civic pour un vélo électrique. Et là, vous êtes rentré dans la sobriété. Toute la question du transport en commun, toute la question du bâtiment. On n'a toujours pas changé le code du bâtiment. C'est quand même délirant. Là. On a en plus une réforme sur les questions de la forêt où on pourrait beaucoup mieux valoriser les produits de la forêt et puis leur donner plus de valeur à travers aussi tout ce qu'on a construit. Et je veux dire, aujourd'hui, on peut construire des bâtiments de 6 étages en bois, évidemment, améliorer la question de la coquille. On continue à mettre des systèmes de chauffage absolument pourris dans des immeubles absolument neufs. Et puis, l'État a toute une
panoplie de bâtiments, y compris ceux qui appartiennent à l'État, mais aussi évidemment les logements sociaux, les HLM, etc., où on peut évidemment déjà améliorer énormément la consommation de l'électricité. On n'est pas rentré dans l'aspect technique du pic de consommation quand il fait très froid par rapport à la consommation plus générale, étant donné... mais on ne va pas le faire parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Fait que je vais terminer par vous remercier beaucoup. Malheureusement pour nous, au moment où les gens vont écouter ce podcast, le projet de loi sera très probablement adopté sous bâillon à 3h du matin samedi prochain. Et c'est triste pour la démocratie. Toi, tu as parlé que les gens soient écoutés, que la société soit écoutée. C'est même pour les industries. On n'a probablement pas besoin de beaucoup de nouveaux postes de travail, mais on a besoin de penser la transition juste parce qu'il y a toutes sortes de métiers qui doivent évoluer, des industries qui doivent évoluer, des industries qui doivent apparaître peut-être, mais pour remplacer d'autres qui, elles, devraient malheureusement disparaître étant donné le degré de pollution qui est associé. Bref, il y a toute cette vision de société qui est tout à fait inexistante parce qu'on est dans la version drill, baby drill, version électricité au Québec. Fait que sur ces notes, je terminerai sur une note positive quand même, c'est que on a une société civile qui n'a jamais été aussi active. Vous en êtes 2 exemples, mais il y a toutes sortes d'associations de protection des consommateurs, les syndicats des travailleurs, les écologistes, les scientifiques. Il y a une convergence quand même très large de ce qu'il faut faire, s'assurer qu'Hydro-Québec reste au public, avoir cette société où on est plus efficace, où on est plus sobre. Et donc, ça donne quand même espoir parce que l'intelligence collective, elle va rester alors que la CAQ va partir. Merci beaucoup. Merci.